Janvier 1258. Des dizaines de milliers d'hommes sont massacrés ou se noient en tentant de fuir la plus impressionnante armée que la terre n'ait jamais portée. Des centaines de milliers de cavaliers, accompagnés de leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux. L'armée mongole ressemble à une marée humaine. Il y a de quoi être terrifié. En tout cas, le calife abbasside aurait dû l'être. Il paie sa résistance au prix fort. Après un court siège, Bagdad, la plus grande cité du monde musulman, est pillée. Plusieurs dizaines de milliers de ses habitants sont massacrés. Et le calife lui-même est mis à mort. Après quelques dizaines d'années de conquête à travers le monde, les Mongols sont déjà à la tête du plus grand empire de leur temps, et peut-être même du plus grand empire de l'histoire de l'humanité. Attendez, on est allé un peu vite, là non? Et si on reprenait tout depuis le début? Vous avez remarqué, je pense, que les vidéos gagnent pas mal en qualité ces derniers temps. Vous vous en doutez, ça veut dire que j'investis un peu plus de moyens qu'avant dans celle-ci. Et pour ça, j'ai besoin de sponsors. Alors laissez-moi vous parler rapidement d'Inconi, qui finance cet épisode. Pour le coup, c'est un sponsor qui m'arrange bien, parce que je vous avoue que j'ai la même adresse mail depuis des années, depuis que je suis sur internet en fait. Et évidemment, plus le temps passe, plus je me fais spam. Et c'est pareil avec mon numéro de téléphone et les appels commerciaux. Bref, c'est l'enfer. Et en gros, c'est souvent la faute de courtiers en données, des entreprises qui ont pour seul objectif de récolter vos données et de les revendre. C'est chiant, mais c'est légal. Et c'est là qu'intervient Inconi, pour faire supprimer toutes ces données. Ce que vous pourriez faire par vous-même, mais ça prendrait des heures quoi. Perso, juste avec un email, j'étais déjà sur 45 listes de données. Évidemment, faire supprimer tout ça, ça vous évite pas seulement des spams. Ça peut aussi éviter des choses plus graves, comme de l'usurpation d'identité. Parce que dans toutes ces données, il y a parfois des infos très privées qui se baladent, comme votre numéro de sécu. Ou autre exemple, une assurance qui augmente ses tarifs pour vous parce qu'elle apprend, grâce à ces données, que vous avez une maladie. Bref, plein de choses comme ça. Inconi peut vraiment vous aider de ce côté en 2 clics. Ils font comme ça des demandes de suppression régulières pour vos informations sur le long terme, en protégeant jusqu'à 3 adresses mail et physiques. Et surtout, j'ai eu pour vous une belle réduction de 60% sur votre abonnement annuel. Pour en profiter, il vous suffit de passer par le lien en description ou d'utiliser le code EPISTOIRE au moment de vous abonner. Bref, merci encore à eux, et quant à nous, on peut s'attaquer à l'histoire mongole. Nous sommes en 1160 environ. Temujin, le futur Gengis Khan, vient de naître dans un plateau mongol instable et divisé. Un contexte particulièrement favorable aux hommes ambitieux, qui ont là une bonne occasion de s'élever rapidement dans la hiérarchie sociale. Mais ce plateau, entre qui et par qui est-il divisé? Eh bien, on y trouve 3 grands états influents, qui sont évidemment entourés d'autres entités plus réduites, dont on parlera peut-être plus tard. À l'ouest, on retrouve ce qui semble être l'une des plus grandes puissances de la steppe d'alors, le royaume Naiman. À l'est, on trouve un état encore plus impressionnant, l'empire des Tsin, qui règne sur la Mandchourie et tout le nord de la Chine, et qui évidemment participe aux divisions du plateau mongol. Les Tsin ne cherchent pas particulièrement à contrôler le plateau, mais ne veulent pas non plus avoir de problème de ce côté. Alors, ça leur arrive de mener des expéditions préventives dans la région pour affaiblir les pouvoirs en place, et ils se reposent sur leurs clients, les Jiun, pour tenir le rôle de garde-frontière. Et bien sûr, ils perçoivent un tribut de la part de toutes les entités du plateau. Enfin, entre ces 2 puissances, on retrouve un 3e royaume, le grand rival des Naiman, le royaume tatar. C'est lui qui va nous intéresser en premier lieu, parce qu'il regroupe en son sein plusieurs entités, avec au premier plan les Kerates, qui dirigent le royaume depuis la vallée de l'Orron, le centre géographique du pouvoir de plusieurs grands empires de la steppe. Ce royaume tatar, dirigé donc par les Kerates, a en son sein plusieurs autres entités vassales, dont la plus importante est sûrement les Mongols. C'est parmi ces derniers que naît Temujin. Son père est un aristocrate qui a visiblement connu une ascension fulgurante au sein du royaume tatar en misant sur le bon cheval, ou plutôt sur le bon souverain. Il aurait aidé Tauril, son roi, le Rahan tatar d'alors, à remonter sur son trône après qu'il en ait été chassé par son oncle lors d'une révolte. Grâce à ce soutien, le père de Temujin serait devenu Landa du Rahan, son frère juré, et comme récompense, il aurait été mis à la tête d'une bonne partie des Mongols. Ces Mongols d'ailleurs, parlons-en. Il faut pas voir dans tous ces noms propres-là, Mongols, Kerates, Naiman, etc., ni des ethnies, ni nécessairement des principautés indépendantes. Déjà, pour ce qui est de l'indépendance, vous voyez bien que si certains le sont, comme les Naiman, d'autres, comme les Mongols, ne sont pas, puisqu'on les retrouve au sein du royaume tatar, sous l'autorité du Rahan Kerate. Mais ça n'est pas non plus des ethnies. Tout le monde sur le plateau mongol a globalement les mêmes institutions politiques, la même culture et la même langue. Tout le monde est tatar.
C'est comme ça que les Européens de passage dans la région les appellent, que les Persans les appellent, que les Chinois les appellent, et plus important encore, c'est comme ça qu'ils s'appellent eux-mêmes. Mais alors, si ce n'est ni des ethnies, ni toujours des principautés indépendantes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour faire simple, il faut sûrement y voir plutôt des maisons aristocratiques, des groupes d'aristocrates dont la légitimité à diriger un peuple provient d'un ancêtre commun. Et donc, partant de là, quand on parle des Kerates, on parle plus d'une dynastie que d'autre chose. Mais on y reviendra plus tard, quand les Mongols auront déjà conquis une bonne partie du monde. Vous verrez que ça vous paraîtra beaucoup plus clair. Et justement, on va s'arrêter là avec le contexte et revenir à Temujin. On le retrouve alors qu'il a seulement 9 ans, et que son père, l'un des plus puissants aristocrates mongols, vient de se faire assassiner. De ce qu'on sait, c'est-à-dire pas grand-chose dont on est sûr, le père de Temujin est empoisonné au début des années 1170 par les grands ennemis des Mongols, les Jihun. Temujin, qui n'a alors que 9 ans, perd tout à ce moment. Son père n'était pas particulièrement bien positionné au sein des lignages aristocratiques mongols. Sa place, il la devait surtout à sa proximité avec Toril, le Rahan Kerate. Alors quand il meurt, sans avoir vraiment eu le temps de consolider sa position, le fils perd toutes les avancées du père. Il redevient un petit aristocrate d'une petite entité vassale d'un grand royaume. Les sources, mongoles, nous racontent comment Temujin, sa mère et ses frères et sœurs, se retrouvent à ce moment abandonnés tous, sans plus aucun bien ou presque, quasiment des parias de la steppe, et comment ils en sont même forcés de pêcher pour vivre, une activité plus que déshonorante pour les nomades, qui ne la pratiquent jamais. On nous raconte le premier meurtre du jeune Temujin, quand, à peine adolescent, il tue d'un tir de flèche son demi-frère, après que celui-ci se soit accaparé les fruits de sa chasse. Puis comment, à peine plus âgé, il se fait capturer par d'autres aristocrates mongols, avant qu'il ne parvienne à s'enfuir. En bref, on a là le parfait récit de l'enfance misérable, mais formatrice, du futur grand souverain. On va pas s'attarder là-dessus, parce que les traits sont certainement très exagérés par les sources, et tout ça tient sûrement autant du mythe que de l'histoire. Ce qui est déjà plus sûr, en tout cas, c'est qu'une fois qu'il en a l'âge, Temujin se met au service de Toril, son Rahan. À partir de ce moment, il doit commencer à monter petit à petit les échelons de l'armée, et doit, dès lors, regrouper sous ses ordres de plus en plus de sujets, sans forcément qu'il ne se démarque plus que les autres à ce moment. On le retrouve d'ailleurs, d'après les sources mongoles, au début des années 1180, aux côtés de son Rahan, Toril, et d'un autre aristocrate mongol, un certain Jamuka, dans une campagne militaire contre les Merkites, un groupe important du nord du plateau mongol. Dans les sources, cette campagne est organisée pour libérer la femme de Temujin, qui aurait été enlevée, justement, par les 10 Merkites. Toril aurait alors levé 4 tumèdes, 4 unités de 10 000 hommes, donc 40 000 hommes pour partir libérer celle-ci. On reviendra sur cette histoire de tumèdes un peu plus tard dans la vidéo. Les sources mongoles attribuent à Temujin le commandement d'un tumène dans cette campagne, donc de 10 000 hommes, ce qui est quand même l'un des titres les plus élevés du monde politique nomade. Si c'est vrai, ça démontre d'une ascension éclair de la part du commandant au sein de l'appareil d'état tatar, ce qui signifie que soit il a été un peu pistonné par le Rahan, peut-être grâce au service rendu par son père envers celui-ci, ce qui semble quand même mal coller avec la jeunesse misérable que Temujin est censé avoir vécue d'après les sources mongoles, soit que les sources en question élargissent un peu le trait pour mettre leur héros sur le devant de la scène, jusqu'à dire que toute la campagne était organisée pour sauver sa femme capturée par les Merkites, alors que ça pourrait aussi très bien être une simple campagne de conquête, ou de consolidation du royaume tatar contre un état voisin, ou des vassaux en rébellion, ou bêtement une opération de pillage. Bref, comme souvent, on ne connaîtra probablement jamais la vraie histoire, faute de sources. Mais malgré tout, même s'il est censé avoir connu une ascension fulgurante, la destinée du jeune commandant, qui doit avoir 25 ou 30 ans à ce moment, ne semble pas toute tracée. Si bien qu'après une bataille contre un autre commandant mongol, Jamuka, celui qui devait l'avoir accompagné lors de la campagne contre les Merkites, Temujin doit fuir le plateau mongol et s'exiler à l'étranger, probablement dans l'empire Tsin, auquel il se met au service pendant une dizaine d'années, ce qui n'a rien de spécial. Les Tatars qui s'en vont faire carrière dans le riche empire voisin sont pas rares, d'autant plus lorsqu'ils sont chassés de chez eux à la suite d'une défaite militaire. Les sources mongoles parlent bien de cette bataille, mais elles racontent que celle-ci fait en fait les affaires de Temujin, et surtout elles ne disent rien sur cette décennie d'exil, ce qui prouve bien qu'on ne peut pas les suivre aveuglément. Et puis d'ailleurs, il y en a un autre qui a des problèmes au même moment, Toril, le Rahan Kerate. Lui, il est chassé de son trône par son frère, aidé pour ça par les Naiman, et il doit donc aussi s'exiler à l'étranger. Quoi qu'il en soit, on retrouve Temujin en 1196, l'une des rares dates dont on est sûr dans toute cette histoire, alors qu'il part en campagne, aux côtés des Tsin, pour s'attaquer aux Jihun.
Vous vous souvenez, ceux qui servent traditionnellement de garde-frontière au Tin? Bah là, pas de chance, ils se sont embrouillés. Et pour une fois, ça fait bien les affaires de Temujin, qui se refait un peu avec cette campagne victorieuse, en plus de s'attirer le soutien du plus puissant empire de la région. Et ça, c'est très bien tombé, parce que ça permet justement à Temujin, probablement un an plus tard, d'aider Toril à remonter sur son trône, sûrement encore une fois avec le soutien des Tin, qui connaissent bien le vieux souverain qui leur a toujours versé un tribut sans discuter. Et donc, comme son père avant lui, Temujin devient l'un des soutiens les plus importants du Rahan, et il reçoit les récompenses qui vont avec. Il est probable qu'il tienne, plus ou moins à partir de ce moment, la position de second du royaume, ou au moins une place vraiment très élevée dans la hiérarchie. Dès lors, il mène pendant les années qui suivent, aux côtés de Toril, de nouvelles campagnes militaires contre les Merkites et les Naiman. Il finit, semble-t-il, par se faire adopter par le vieux Rahan après celle-ci, devenant son Nanda, son fils juré. Mais le royaume tatar est toujours enclin à la guerre civile. Comme on l'a vu plusieurs fois, Toril est loin de faire l'unanimité, et les puissances étrangères, les Naiman en tête, feraient tout pour se débarrasser de lui. Si bien que le Rahan, et avec lui son second, Temujin, sont une nouvelle fois chassés du pouvoir, probablement vers 1198-1199, et doivent s'exiler chez les Tin, peut-être pour y retrouver des soutiens, puisque comme on l'a vu, les Tin aiment bien Toril, et ont déjà fait appel au service de Temujin. Bref, en 1201, tout ce beau monde revient en terre tatare, et écrase leurs ennemis à la bataille de Royitan. Si c'était pas encore le cas auparavant, même si j'en doute, Temujin a désormais la main mise sur toutes les affaires de l'État. C'est probablement lui qui dirige vraiment le royaume tatar à ce moment, au nom du Rahan évidemment. Dès lors, son histoire s'apprête à prendre une toute autre tournure, à faire de lui le seul maître du royaume tatar, du plateau mongol et bien plus. Fort de sa victoire sur ses ennemis en 1201, et désormais assuré à la fois de sa mainmise sur l'état tatar et du soutien des Tin, Temujin est libre d'entreprendre quelques opérations ambitieuses. Ainsi, dès janvier 1202, il s'en prend au Diyun, qu'il écrase à la bataille de Dalan Nemurj. L'aristocratie ennemie est décimée, ils sont tous exécutés après la défaite, et leurs sujets sont intégrés aux unités du royaume tatar. On reviendra sur le fonctionnement des dites unités plus tard. Temujin est l'un, si ce n'est, l'homme le plus puissant du royaume tatar. Et il a, pense-t-il, le soutien du Rahan, qu'il a remis plusieurs fois sur le trône, et il a aussi probablement le soutien du plus grand empire de la région. Alors, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Eh ben, tout ça inquiète quand même quelqu'un. Ilra Semgum, le fils aîné de Toril, qui ne voit pas forcément d'un bon œil la montée en puissance de Temujin. Disons qu'il compte bien monter sur le trône à la mort de son père. Donc, il préférerait éviter de se le faire usurper par un aristocrate mongol, le trône. C'est en tout cas ce que nous disent les sources mongoles. Mais c'est peut-être plus logique, comme le disent des sources étrangères, de penser que Toril lui-même s'inquiète de la montée en puissance de son vassal. Les Kerates prennent alors la tête de leur armée et partent à la rencontre de Temujin, qui, clairement en infériorité numérique, parvient à s'en tirer de justesse en y perdant quand même une bonne partie de son armée. Mais bon, on commence à connaître un peu l'histoire. Si le royaume tatar a l'air de quand même souvent se retrouver en guerre civile, Temujin s'en sort toujours bien au final. Le commandant part alors installer son campement non loin de la frontière Tin, où il espère peut-être, une fois de plus, recevoir du soutien. Et de là, il travaille à reconstituer ses forces. Et de fait, il parvient à se retrouver des alliés, et à attirer à lui des mécontents du régime Kerate. D'autant qu'entre-temps, des aristocrates du royaume ont raté un coup d'état contre Toril et son fils, affaiblissant leur position. Ainsi, Temujin et Toril se préparent à leur dernière bataille pour le pouvoir. Mais le Rahan n'a pas la chance de pouvoir mener une bataille rangée. Temujin l'attaque par surprise, fin 1203. Vaincu, Toril et son fils, Ilra Semgum, fuient à l'étranger. Les deux mourront peu de temps plus tard. Temujin, enfin un nouveau maître du royaume tatar, épouse et donne à ses fils comme épouse des filles de la dynastie Kerate. Puis place sur le trône le frère cadet de Toril, un certain Jaragambu, à l'occasion d'un Kuriltai, une assemblée de notables. C'est sûrement aussi pendant ce Kuriltai de 1203 qu'il reçoit le titre de Chinggis Khan, prince océanique, en sachant qu'il était déjà Ran auparavant, mais un petit adjectif en plus, ça claque toujours. Et puis, finalement, comme Jaragambu ne se plaît pas vraiment dans son rôle de Rahan fantoche, et décide de se révolter quelques mois plus tard, Temujin s'en débarrasse aussi, et reste, enfin, seul à la tête du royaume. Pour autant, il ne prend jamais le titre de Rahan, Q-A-A-N, souverain, roi, empereur, et continue d'utiliser celui de Ran, K-H-A-N, qu'il possédait déjà, et qui signifie plutôt prince de l'État, ou prince général. Bref, l'une des plus hautes distinctions du royaume, mais pas une distinction royale. Pourquoi ?
probablement parce qu'il n'est pas assez légitime pour ça. On rappelle qu'il vient seulement d'une branche mineure d'une maison aristocratique vassale des Keraith. C'est pas un bouseux, mais par rapport à la famille de Toril, presque. Alors, peut-être qu'il usurpe le trône, oui, mais pas au point d'usurper le titre royal. Et puis, c'est pas nécessaire, il tient là le rôle de régent d'un trône qui n'a plus de souverain. C'est bien suffisant. Fort de sa nouvelle position, et après avoir enfin mis un terme aux trop nombreuses guerres civiles qui ont secoué le royaume tatar pendant le règne de Toril, Temujin, désormais Chinggis Khan, est prêt à s'engager dans sa conquête du monde. Beaucoup des derniers opposants à Chinggis Khan ont fui chez les Naiman, comme les opposants aux souverains tatars le faisaient souvent. Et de fait, le royaume Naiman est toujours la plus grande puissance de la steppe. Même si Chinggis Khan s'est emparé du royaume tatar et l'a étendu, en conquérant les Jun par exemple, ses troupes restent moins nombreuses. Malgré tout, le conflit est inévitable. Les Naiman sont les ennemis naturels des Tatars, et ils ont toujours accueilli et soutenu les mécontents du régime de Toril et de ses prédécesseurs. Alors, Chinggis Khan part en guerre au printemps 1204. Les deux armées se rencontrent à l'automne vers Chakirmaut. Bien qu'en supériorité numérique, les Naiman subissent des défections de la part de troupes mongoles, qui, bien qu'opposées à Chinggis Khan, refusent malgré tout de combattre celui-ci. Et puis, il semble que le Mongol soit un bien meilleur général que son homologue, si bien que l'armée tatare déborde complètement l'armée Naiman, qui doit se retrancher sur le mont Naru, autour duquel les hommes du Ran dressent leur camp. Chinggis Khan vient d'écraser la moitié des Naiman, la plus dangereuse. Reste au nord l'autre moitié, dirigée par le frère du Ran vaincu, un certain Buyurukran. Mais celui-ci est plus faible, moins dangereux, alors le Mongol n'a pas de raison de s'en prendre à lui pour l'instant. Non, il va plutôt monter au nord, s'occuper des Merkites, qui lui posent trop de problèmes depuis trop longtemps. Rapidement après la bataille, à l'hiver 1204, il s'engage dans une grande campagne de conquête, s'emparant petit à petit, forteresse après forteresse, du territoire et des sujets des Merkites. Le royaume tatar s'empare ainsi pour de bon du principal grenier agricole du plateau mongol, le bassin de la Selenga. Parce que oui, les nomades des steppes pratiquaient l'agriculture et construisaient des forteresses lorsqu'ils le jugeaient nécessaire. En 1205, le Ran s'en va piller le royaume Sisya, au sud, un autre royaume fondé par une dynastie nomade, mais avec une large population sédentaire. En 1206 enfin, Chinggis Khan achève les Naiman en s'emparant de ce qui restait de leur royaume. Il est enfin seul maître du plateau mongol. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour les vaincus? Eh ben, ça dépend d'eux. Les aristocrates qui se rallient d'eux-mêmes au Ran, sans combattre, obtiennent une place de commandant et conservent leur sujet. On les appelle les Il-Irgen, les peuples soumis. A l'inverse, ceux qui résistent et doivent être écrasés militairement sont la plupart du temps exécutés, et leurs sujets sont répartis au sein d'unités déjà existantes. Ce sont des Bulga-Irgen, des peuples rebelles. À ce moment, après sa conquête du plateau mongol, Chinggis Khan est à la tête de 95 Mingad, soit 95 unités de 1000 hommes. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais on y reviendra plus tard. Partant de là, on peut estimer la population du royaume tatar d'alors à entre 1 200 000 et 1 500 000 âmes. Maintenant à la tête d'une formidable machine de guerre, le Ran peut engager de nouvelles campagnes hors de ses terres d'origine. L'Occident d'abord. Chinggis Khan fait confiance à son fils aîné, Jochi, qui met aux commandes de toute la partie ouest du royaume, et à qui il ordonne d'étendre ses frontières. Celui-ci soumet les peuples de la forêt, les Oyin-Irgen, avant de devoir mater une alliance des derniers rebelles Merkites et Naiman avec l'aide de son père. Les derniers d'entre eux fuient vers l'ouest, s'exiler chez d'autres puissances qui les accueillent avec plaisir, trop heureuses d'intégrer sans effort de bons combattants à leurs armées. Les premiers, les Kararitai, font là une bien mauvaise affaire. Kutchulug, le neveu du dernier Ran Naiman, trahit ses hôtes, et avec ses troupes, gonflées par ceux qui fuient les Mongols, il s'empare du pouvoir. Celui qui aurait dû devenir Ran des Naiman finit, par une suite d'événements inattendus, Gurran des Kararitai. Les Merkites, quant à eux, fuient encore plus loin, chez les Kipchak, où ils rejoignent les forces d'une maison aristocratique de l'est de la Confédération, les Oberli. Mais Chinggis Khan n'oublie pas ses ennemis. Il envoie, en 1217, ses meilleurs généraux à leur poursuite, ses 4 chiens féroces, sous les ordres de Jochi. Kutchulug est vaincu bien vite. Il ne faut qu'un an aux Tatars pour écraser ses forces sous les murs de sa capitale, Balasagun, et s'emparer de son territoire et de ses sujets. Au même moment, les derniers Merkites sont vaincus au bord du fleuve Shem. Mais cette poursuite n'est pas l'élément le plus marquant des conquêtes tatares à l'ouest, sous Chinggis Khan. Non, il y a de ce côté du monde un empire bien plus important, le Kharezm.
Celui-ci est au même moment en pleine expansion. Son souverain, Muhammad Shah, vient tout juste de s'emparer de Samarcande et de l'Afghanistan quand les Mongols atteignent sa frontière. Les deux souverains s'échangent des ambassadeurs et tissent des liens commerciaux. Du moins, jusqu'à ce qu'en 1219, le gouverneur de la ville d'Otrar ne pille une importante caravane venue de l'Est, et que le Shah ne tue 2 ambassadeurs mongols venus lui demander réparation. S'ajoute, en plus, l'attaque et le pillage d'un camp sous les ordres de Jochi par les Kharazmiens. L'affront est trop grand, Chinggis Khan doit y répondre, même si ça va à l'encontre de ses plans, puisqu'il est à ce moment, on en parlera après, déjà engagé à l'Est contre les Tsin. Il n'en prépare pas moins méticuleusement sa campagne, qu'il mène lui-même aux côtés de son fils aîné, Jochi. L'offensive commence à l'automne 1219, alors que les hommes du Ran posent le siège devant Otrar. De là, l'armée se sépare. 3 Tumèdes sous les ordres de Jebé et Subedei sont envoyés loin à l'intérieur du territoire, afin de s'en prendre directement à Muhammad. Jochi, lui, doit occuper la région actuelle du Khwarezm, tandis que le Ran fait route pour Samarcande. La cité tombe à peine quelques mois plus tard, tandis que le Shah prend la fuite avant de disparaître dans la nature. On n'entendra plus jamais parler de lui. En 1221, toutes les villes sont déjà conquises, à l'exception de la capitale, Urgench. La campagne a duré 2 ans. Elle a fait tomber un empire immense et très peuplé, mais elle a coûté cher aux Mongols. Les sièges des villes qui ont refusé de se rendre ont souvent duré longtemps et coûté cher en hommes. Certaines en ressortent complètement détruites, à l'image d'Urgench, alors que les Tatars auraient aimé conserver ces grands centres commerciaux. Et puis, la campagne a révélé la désunion de la famille impériale. Les enfants du Ran s'y sont entredéchirés et se sont mis à dos leur père, tandis que Jochi, l'héritier présumé, y perd sa place. Dès lors, Chinggis Khan fait tout pour mettre ses enfants sur un pied d'égalité, afin qu'aucun ne puisse le renverser. Si Jochi a mené une bonne partie des conquêtes à l'ouest, et a été plus ou moins désavoué à la fin de celle-ci, c'est un autre homme qui s'est démarqué à l'est, Murali. Les Tsin, qui avaient pourtant été de grands soutiens du Ran dans le passé, voient une importante armée tatare débarquer à leurs frontières dès 1211, puis revenir l'année suivante. Pour éviter les problèmes, l'empereur Tsin propose aux Mongols de lui verser un tribut, ce qu'il accepte avant de se retirer. Mais la paix ne dure pas longtemps. Les cavaliers sont de retour à peine 3 ans plus tard, et mettent le siège devant la grande cité de Zhongdu. Celui-ci dure 8 longs mois, et montre bien que les nomades n'ont jamais eu besoin de sédentaires pour s'emparer de villes. Les Tsin subissent en plus des défections importantes en Mandchourie, si bien qu'en 1216, ils ont déjà perdu une bonne partie de leur territoire. Chinggis Khan se retire alors, et laisse le commandement des opérations à l'un de ses favoris, Murali, à la tête d'un tama, c'est-à-dire d'une sorte de garnison, à part de l'armée principale, qui doit servir à la fois de garde-frontière, de troupes d'occupation des régions nouvellement conquises, et d'armée de conquête. À la tête de ce tama, Murali poursuit les conquêtes et la pacification du nord de la Chine pendant 7 ans, jusqu'à sa mort. Il est alors remplacé par son fils, qui connaît moins de fortune. Si le front de l'Est reste donc relativement stable, avec des avancées et des reculs par période, c'est très différent à l'Ouest. Là-bas, l'aîné du Ran, Jochi, et 2 de ses plus grands généraux, Subedei et Jebé, s'élancent à la conquête des immenses étendues qui relient la Mongolie à la Russie. Subedei et Jebé soumettent, en 3 ans seulement, la Géorgie, le Caucase, la Crimée et les vastes plaines et steppes entre tous ces territoires. Mais les ennemis les plus féroces qu'ils ont dû affronter étaient sûrement les Kipchaks, ces nomades des steppes à la tête d'une immense confédération, alliée avec une bonne partie des principautés russes. Mais même avec tout ça, l'armée alliée est écrasée en mai 1223 au bord de la rivière Khalkha, ce après quoi les 2 généraux rentrent en Mongolie. La campagne avait été très compliquée, beaucoup étaient morts, et les territoires conquis, surtout les royaumes assujettis, n'hésiteront pas à désobéir à l'avenir. Et puis, les Kipchaks continuent de résister, et sont encore loin d'être soumis. Les campagnes dans la région se poursuivront par la suite. Jochi, malade, meurt quelques années plus tard, en 1227. Chinggis Khan nomme le plus jeune fils de Jochi, Batu, pour le remplacer à la tête des terres et des peuples de l'ouest de l'Empire. Mais le père rejoint bientôt le fils. Le Ran meurt quelques mois plus tard, pendant une campagne contre les Scythiens. En 24 ans à peine, à la tête du royaume tatar, il a conquis plus de peuples et de terres que les Romains en 400 ans. Après un court interrègne, c'est finalement Ögedei, le 3e fils de Chinggis Khan, qui lui succède à la tête de l'État en 1229. Comme on l'a vu avant, il est probablement le premier de sa dynastie à adopter le titre de Rahan, empereur, plutôt que celui de Ran, prince ou général. On va passer rapidement sur la suite de toute cette histoire, pour donner un peu de contexte, mais c'est pas vraiment sur les événements que j'aimerais m'attarder dans cette partie.
Je pense que vous avez déjà bien assimilé la dynamique de conquête des Mongols avec la description du règne de Chinggis Khan. Il serait, à mon avis, plus intéressant ici de voir comment toutes ces conquêtes ont été possibles, pourquoi l'armée et l'état nomade étaient aussi efficaces. Donc, allons-y rapidement pour le contexte. Sous le règne de Godei, les Mongols repoussent toujours plus loin leur domination. La Corée, les Kipchaks, les principautés russes, la Perse et le nord de la Chine, tous sont soumis à l'autorité du Khan. Lorsqu'il meurt en 1241, c'est sa veuve qui assure la régence, jusqu'à ce qu'un nouveau Kuritai élise son fils, Guyuk, à la tête de l'empire. Son règne ne dure pas bien longtemps. Il meurt seulement 2 ans plus tard, et après une courte régence, un nouveau Kuritai retire le pouvoir à sa famille. C'est Mongke, le fils de Tolui, le 4e fils de Chinggis Khan, qui est nommé Râhn. C'est à partir de cette époque qu'on commence vraiment à abandonner le nom de Tatar pour utiliser celui de Mongol. Le nouvel empereur met aussi en place une large propagande pour discréditer les descendants d'Ogodei et de Jochi, ses rivaux pour le pouvoir. Sous le règne de Mongke, puis sous celui de son frère, Rubilai, l'empire atteint son expansion maximale par la conquête du sud de la Chine, du Tibet, de la Mésopotamie et de l'Anatolie. Il fait alors, si on y inclut la Sibérie, plus de 36 millions de kilomètres carrés, ce qui fait de lui le plus grand empire de l'histoire, devant l'Empire britannique. Bien que cette course à la plus grosse n'a pas vraiment de sens, puisqu'on connaît rarement les vraies frontières des empires. Bon, quoi qu'il en soit, un aussi grand territoire ne peut que difficilement être gouverné depuis la Chine ou la Mongolie. Plusieurs entités naissent alors en son sein. L'île Rana, en Perse, la Horde d'Or, dans les steppes occidentales, et le Rana Jakataïd, en Asie centrale. Mais comment les Mongols ont-ils fait pour conquérir un territoire aussi immense en si peu de temps, administrer autant de peuples différents, sans que leur empire n'éclate de lui-même à la mort de son fondateur, comme tant d'autres? Tout ça alors que ce sont des espèces de barbares un peu attardés. C'est en tout cas la vision qu'on en avait encore il y a pas si longtemps que ça. En 1993, Jean-Paul Roux écrivait encore « C'étaient de purs barbares, des gens arriérés, les moins évolués sans doute de tous ceux qui vivaient dans le pays qui ne s'appelait pas encore la Mongolie. Ils ne savaient ni lire ni écrire, ils ne pratiquaient pas l'agriculture mais seulement l'élevage et la chasse. Ils ignoraient la ville et n'habitaient que sous la tente. Bref, bien moins évolués que leurs prédécesseurs aux mêmes endroits, ils vivaient comme on le faisait 1000 ans plus tôt. C'était sans doute un outil magnifique que ce matériau brut dont disposait Gengis Khan, mais il fallait le dégrossir, le façonner et, pourrait-on dire, lui donner une âme. Gengis Khan l'avait fait. Il avait révélé son peuple à lui-même. Tel un démiurge, il lui avait insufflé la vie. L'historien fait beaucoup d'erreurs, avec, au premier plan, celle de partir du principe que les Mongols forment un peuple, une ethnie, d'autant plus un peuple arriéré, et au deuxième de considérer que c'est Chinggis Khan qui, seul, les a sortis de leur état végétatif, comme s'ils avaient attendu un homme providentiel pour, du jour au lendemain, se doter d'institutions politiques, de cohésion et de discipline. On l'a vu ensemble, si Chinggis Khan arrive au pouvoir, ce n'est pas en fondant un empire de rien. Au contraire, il s'élève au sein d'un royaume déjà puissant, organisé, lui-même héritier des empires qui l'ont précédé, et qui, en plus, règne sur le territoire le plus important de l'histoire de la steppe, la vallée de l'Orkhon. Et de fait, si l'empire mongol est aussi efficace, c'est parce qu'il reprend les institutions traditionnelles des nomades des steppes. On l'a vu avant, à chaque fois que les Mongols conquièrent un peuple ou un état nomade, les sujets de celui-ci sont intégrés au sein de l'armée mongole, soit sous les ordres des aristocrates qui les dirigeaient auparavant, à condition que ceux-ci se soient soumis d'eux-mêmes au Khan, soit dispersés au sein d'autres unités. Vous connaissez sûrement déjà le fonctionnement de ces unités militaires, dites décimales, où les hommes sont regroupés en unités de 10, puis en unités de 100, puis de 1000, puis de 10 000, voire même parfois plus. De telle façon qu'un commandant de 10 000 n'ait besoin de s'adresser qu'à 10 commandants de 1000, qui eux-mêmes n'ont besoin de s'adresser qu'à 10 commandants de 100, etc. Ainsi, les ordres se transmettent facilement, et la discipline est de mise, puisque quitter son unité est puni de mort. Mais l'erreur dans tout ça, c'est de partir du principe que ces unités sont uniquement militaires, alors qu'au contraire, elles organisent la société dans son ensemble. Pour faire simple, prenons notre propre fonctionnement. Chez nous, le pays est divisé en régions, départements, communes, et en parallèle, l'armée complètement à part, elle est elle-même divisée en unités. Eh bien, chez les nomades des steppes, on fait les deux d'un coup. Il n'y a pas de distinction entre l'État et l'armée, entre le peuple et l'armée. Un aristocrate qui reçoit le commandement de 10 000 hommes n'est pas qu'un militaire qui a sous ses ordres 10 000 soldats. C'est avant tout un fonctionnaire qui règne sur une population capable de fournir et d'équiper 10 000 soldats en cas de guerre. Et encore, là c'est simplifié, parce qu'en vérité, elle doit plutôt être capable de fournir 10 000 soldats mobilisables sur le coup, plus 10 000 remplaçants, plus 10 000 réservistes, soit 30 000 hommes en tout.
En gros, ça correspond à une population d'environ 10 000 à 20 000 familles. Et donc, quand on dit qu'un homme n'a pas le droit de quitter son unité sous peine de mort, en fait, ça concerne tout le monde. Une famille n'a pas le droit de quitter son unité et de se balader comme elle veut au sein du territoire. Ça, c'est un privilège qui est réservé seulement à une toute petite élite et au clergé religieux. Mais parce que eux, ils participent pas au service militaire et ils payent pas d'impôts. Donc il n'y a pas d'intérêt de les compter au sein d'unités. La partie drôle, c'est donc que quand l'armée se met en marche, c'est pas juste quelques milliers de soldats qui partent, c'est toute la population d'une unité. Quand on envoie JB et Sube'etei à la conquête de l'Ouest avec 2 Tumèdes, soit 2 unités de 10 000 hommes, ils ne partent pas juste avec 10 000 hommes, c'est 20 000 à 40 000 familles qui se déplacent. Le côté très pratique, c'est que l'entièreté du système économique part avec l'armée. Donc tous les troupeaux, toutes les femmes, tous les enfants. Ça efface dès le départ les problèmes de ravitaillement, et ça donne à l'armée une main-d'œuvre gigantesque. Quand un homme meurt au combat, on peut le remplacer dans la foulée. Bien sûr, ça demande de l'organisation. On envoie toujours une troupe d'éclaireurs en avant pour repérer les pâturages ou stationner tout ce beau monde sur le chemin, et si besoin réquisitionner des vivres aux populations rencontrées. Bon, le point négatif, c'est que si tu perds un peu trop franchement une bataille, et que tes ennemis se jettent sur ton camp, c'est les femmes et les enfants qui ont quelques problèmes derrière. C'est ce qui se passe à Ain Jalut en 1260, quand les Mamelouks écrasent le contingent mongol envoyé à leur rencontre. D'un autre côté, si tu gagnes la bataille, tu as directement plusieurs milliers de familles sur place pour occuper le territoire conquis et fournir ce qu'il faut d'hommes pour le pacifier. On comprend bien, dès lors, les auteurs de l'époque qui ont l'impression de voir débarquer une véritable marée humaine quand ils rencontrent les Mongols. Et puis, ce système est très efficace pour administrer rapidement les territoires et les populations conquises, parce qu'il est appliqué à tous, pas seulement aux nomades. Quand on dit que les vaincus sont systématiquement intégrés à l'armée, ça concerne aussi les sédentaires, et encore plus quand ils ont une tradition de combat à cheval comme les Géorgiens. Quoi qu'il en soit, on organise les sédentaires en unités décimales eux aussi, ne serait-ce que pour organiser leur administration, puisque c'est au sein des unités de 1000 qu'on lève l'impôt. Et pour ça, vous vous en doutez, il faut compter. Si on veut organiser les gens en unités décimales, il faut savoir combien de gens occupent tel ou tel territoire. Alors, les Mongols sont les rois des recensements. On en fait tout le temps, partout, chez les sédentaires comme chez les nomades. On compte, puis on organise en unités décimales. Vous comprenez mieux maintenant cette histoire de maison aristocratique au début de la vidéo, quand on avait tous ces groupes différents sur le plateau mongol. La théorie la plus logique, ce serait qu'ils formaient chacun, à l'origine, une unité décimale créée par un empire avec à sa tête une aristocratie héréditaire. Puis, quand l'empire s'effondre, ces différentes unités, qui sont déjà organisées pour fonctionner seules, deviennent simplement indépendantes, ou sont récupérées par un autre grand royaume. C'est ce qui se passera à plusieurs endroits quand l'empire mongol s'effondrera. Et au passage, cet amalgame entre armée et administration est fait à tous les niveaux de l'empire. Prenez l'exemple du Keshig, la garde personnelle du Rahan, qui l'accompagne partout et le protège jour et nuit. Elle ne lui sert pas juste d'armée personnelle, c'est sa cour. C'est au sein de ce Keshig qui regroupe ses proches, qu'on retrouve les plus grands aristocrates de l'empire. Tous les grands commandants fonctionnaires sont choisis parmi ses membres. Si l'empire mongol a pu conquérir le monde aussi vite, et surtout le garder sous son contrôle ensuite, c'est pas seulement parce qu'il pouvait compter sur les tactiques militaires des nomades de la steppe. C'est aussi parce que son administration et ses institutions politiques étaient, dès le départ, adaptées à ça. Je pourrais vous parler encore longtemps de l'histoire de cet empire incroyable, de comment il a prospéré, de comment il s'est fractionné, de comment il s'est effondré, et surtout de comment il a changé le monde. Mais la vidéo est déjà longue, alors je vous propose de garder tout ça pour le mois prochain. Merci à tous d'être restés jusque là. Merci au sponsor de la vidéo, Inkoni, sans qui elle ne pourrait pas exister. N'oubliez pas que vous avez un lien en description ou le code EPISTOIRE pour profiter de 60% de réduction sur votre abonnement annuel. J'en profite pour vous souhaiter à tous, je sais pas s'il y avait d'autres à sortir avant ou après, mais déjà de bonnes fêtes et une bonne année. Et sinon, comme d'habitude, merci aux membres qui soutiennent la chaîne chaque mois, et on se retrouve bientôt, j'espère, pour la suite de cette histoire.